Deuxième partie de l'événement La Ville Nouveaux Horizons, ici en direct de Nice, au CUM. Merci à tous les deux d'être avec nous. Étienne, tu reçois en ce début d'après-midi un brillant penseur des années 2020, des années désorientées, mais où il y a aussi de la détermination. Bah oui, David Joyce, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Ah non, mais c'est un plaisir. C'est l'un des penseurs, des essayistes les plus brillants de notre époque, et il n'a que 31 ans. Ce qui, comme c'est très énervant, donc ça rend assez facilement jaloux. Donc soyez sympa parce qu'on est assez, irrité. On aurait bien aimé à 31 ans avoir fait autant de choses. Donc le dernier livre chez Alary, le nouveau modèle français. Et vous prenez des risques parce que la plupart des gens critiques disent qu'il va mal, et vous essayez de construire un modèle nouveau. C'est très rare. Hein. C'est Bernados qui disait ça. Un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste est un imbécile malheureux. Donc vous avez choisi le côté heureux, non pas imbécile d'ailleurs, de l'affaire. Et en l'occurrence, il y a tout un passage, beaucoup de passages dans votre livre qui parlent de la ville, du rôle de la ville. À quoi ça fait? Vous parlez d'un désir d'ancrage territorial. Alors, où est-ce que vous voyez ça, un désir d'ancrage territorial? Alors, peut-être pour répondre à cette question, il faut revenir aux équilibres historiques de la France. C'est un pays de ville. Et c'est un pays de ville très tôt. Vous savez, dans le livre de Tocqueville qui s'appelle « L'Ancien Régime et la Révolution », il y a un passage magnifique dans lequel il dit, ça va vous intéresser Étienne, les paysans enrichis qui voulaient se soustraire à cet impôt très écrasant qu'était la taille, se réfugient dans des villes. Et c'est comme ça que naissent les villes moyennes en France, qui deviendront beaucoup plus tard nos préfectures. C'est en fait des syndics ou des congrégations de paysans embourgeoisés qui savent qu'ensemble, on est plus fort pour résister contre cet État royal et ces publicains et ces fermiers généraux qui veulent percevoir une taille toujours plus écrasante pour financer les ouvrages. Donc c'est une histoire de gilets jaunes en fait. Alors de toute façon, les révoltes fiscales sont une constante de l'histoire de France, et il y a toujours eu une espèce de dialectique entre la construction de l'État et les révoltes, les contestations fiscales, des jacqueries aux gilets jaunes, en passant par les bonnets rouges et les syndics municipaux et les parlements aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce terreau urbain va très vite prospérer une industrie. Et la France s'est industrialisée dans les villes moyennes, dans son armature urbaine. Le Creusot, par exemple. Exactement. Et c'est la grande différence avec l'Angleterre, où en fait, l'industrie se concentre sur 3 bassins, Londres, Manchester et Liverpool, à cause d'une très ancienne loi qui s'appelait Birmingham un peu quand même. Et Birmingham, et Sheffield, 4 ou 5 agglomérations urbaines, à cause d'une très ancienne loi qui s'appelait le Weavers Act, qui interdisait la dissémination des métiers à tisser, parce que le Parlement avait peur que ça crée des foyers de contestation. En France, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'industrie, elle va se disséminer dans les petites villes, dans les moyennes villes, et elle va faire florès sur les savoir-faire, l'artisanat, les réseaux de compagnons, etc., qui existaient dans ces villes. Donc on a un système urbain français absolument extraordinaire que Fernand Braudel décrit ainsi, ville, bourg, village. Et on s'est rendu compte au moment du Covid qu'il y avait une volonté de beaucoup de cadres métropolitains de diversifier un peu leur mode de vie et de s'installer au moins une partie du temps dans des villes moyennes ou dans des petites villes. Et ça, en réalité, c'est pas du tout un retour à la France du 19e siècle, un peu immobile, un peu rural. C'est au contraire une intensification des interconnexions entre les territoires. Des flux. Et des flux. Les flux, en réalité, et c'est ça le grand paradoxe, contrairement à beaucoup d'âneries qu'on a racontées pendant le Covid, les flux vont s'intensifier entre les métropoles, et les villes moyennes de leur hinterland, les petites villes qui elles-mêmes maillent tout un environnement de hameaux, de villages. Et donc la France est en train de devenir, selon l'expression du géographe Pierre Weltz, une métropole distribuée, c'est-à-dire un système métropolitain à plusieurs échelons à l'échelle du territoire national. Mais alors, expliquez-nous quand même cette histoire. Vous citez Simone Veil qui dit que le besoin d'ancrage est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Mais quelle est l'histoire là? Vous nous parliez d'industrie. Est-ce que c'est une histoire de retrouver des racines, une envie d'enracinement qui serait culturelle, ou est-ce que c'est une question d'efficacité économique? Qu'est-ce que vous nous vendez exactement?
C'est tout le paradoxe français. Quand on regarde un livre assez proche du mien, qui est La France sous nos yeux de Fourquet et Casely, Oui. on voit ça. C'est-à-dire Vous citez d'ailleurs. voilà, on est dans une France qui est à la fois beaucoup plus interconnectée, beaucoup plus mobile, beaucoup plus interdépendante qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Et en même temps, il y a un désir de réappropriation du terroir, de mettre une espèce de patine d'authenticité aussi sur les lieux de vie. Et en fait, c'est la dialectique entre un désir d'enracinement, un désir d'ancrage qui est très fort chez cette population urbaine exténuée par le déracinement, par certains rythmes de vie, et en même temps l'augmentation des interdépendances et des interconnexions fonctionnelles entre toutes les parties du territoire français. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce discours, parce que c'est toujours la grande question, c'est la question Houellebecq, dans La carte et le territoire, il décrivait une France qui serait devenue une sorte de parc d'attractions géant, de typique français, il parlait de ses confitures de griottes, pour des touristes indonésiens ou chinois qui, eux, auraient de l'industrie, qui seraient riches, et nous, on serait finalement les tenanciers de maisons d'hôtes. La France serait devenue ça. Cette prophétie houellebecqienne qui prend acte, en fait, de la désindustrialisation. Est-ce que le retour vers les villes moyennes, c'est une stratégie houellebecqienne, confiture de griottes, ou est-ce que c'est une stratégie industrielle, le Creusot ? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, en fait, ou plutôt plus exactement, tout dépend de ce qu'on voudra en faire politiquement et collectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes quand même devenus un pays de consommateurs. Ne serait-ce que parce qu'on consomme plus qu'on produit. Tous nos déficits l'attestent. Aussi parce qu'on voit que les secteurs qui prospèrent, c'est au-delà des administrations publiques, c'est la grande distribution, par exemple. Il y a encore des pages intéressantes, à la fois dans mon livre et aussi dans celui de Fourquet-Casely, sur la dissémination des intermarchés, des Auchan. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que ces grandes surfaces ont épousé la vieille carte du système urbain français qu'avait décrit Fernand Braudel. Les intermarchés, comme c'est des franchises, sont plutôt à échelle de villes moyennes, alors que les Auchan, les Leclerc sont plutôt à échelle de grandes villes moyennes, on va dire, ou de métropoles. Et c'est intéressant de voir on a basculé vers un pays de consommateurs, mais les villes moyennes, les petites villes peuvent devenir le support d'une nouvelle industrialisation et d'une nouvelle aventure productive que moi j'appelle l'économie du bien-être. L'économie du bien-être, c'est pas justement le développement personnel et le yoga. C'est une nouvelle façon de produire de la richesse qui soit à la fois soucieuse du lien social et soutenable sur le plan énergétique et sur le plan écologique. Et de ce point de vue-là, la France, et notamment dans ces villes, dispose d'atouts extraordinaires. Il y a la santé, qui est un secteur qui peut demain aller vers des créations d'emplois, de l'innovation, de l'industrialisation. Et dans des villes moyennes. Et dans les villes moyennes, bien sûr, parce que en fait, un écosystème de santé, c'est la présence d'un hôpital public, éventuellement un réseau d'officines ou de médecine de ville, c'est dans certains cas une antenne universitaire. Enfin, on peut vite arriver à créer des écosystèmes qui sont intéressants. Et au-delà de la santé, la question de la transition énergétique va requérir de repenser la ville. À la fois ce qu'on appelle la ville sur la ville, c'est-à-dire densification urbaine pour contrebalancer l'étalement qu'on a connu ces 40 dernières années, qui d'ailleurs n'est qu'un phénomène d'urbanisation continue. Ce que les Italiens appellent città diffusa, la cité diffuse, on n'est pas très loin de l'Italie ici, ou les Allemands Zwischenstadt, l'entre-ville. En fait, ce qu'on a appelé la périurbanisation en France, c'est de l'urbanisation, mais c'est de l'urbanisation diffuse. Et donc le défi à la fois technologique, économique et politique qui est devant nous, c'est d'arriver à reconquérir des centralités. Et ces centralités, dans le système ville-bourg-village, elles existent à la fois au niveau des petites villes, 2 000 à 20 000 habitants, au niveau des villes moyennes, 20 000 à 100 000 ou 200 000, ça dépend comment on fixe la frontière, et puis au niveau des métropoles. Et ce qu'il faut arriver, c'est à connecter tout ça en réseau. Pour connecter tout ça en réseau, il va falloir développer une offre de transport et de mobilité. Et donc, par exemple, une aventure industrielle qui pourrait être devant nous dans les prochaines décennies, c'est le TGV entre les métropoles. Plus simplement, le système en étoile qui relie Paris au reste du territoire français. Et la question, par exemple, c'est Toulouse-Montpellier. Voilà, Toulouse-Bordeaux déjà, il y a une volonté forte dans le cadre du plan de relance d'avancer sur ce chantier-là. Mais ça suscite des résistances que parfois je ne comprends pas bien d'ailleurs, parce que pour moi, le train est vraiment l'avenir de les résistances des écolos sont parfois assez curieuses sur ce sujet-là. Maintenant, est-ce que le sujet, parce que Christian Estrosi en parlait ce matin, c'est que toutes les lignes de chemin de fer vont à Paris. Est-ce qu'au fond, la France n'a pas encore guéri de Louis XIV ? Alors, je vais passer à le sujet, parce que quand on fait la comparaison par rapport à l'Allemagne ou l'Italie, où c'est pas du tout la même histoire, ou l'Espagne,
Est-ce qu'on est encore marqué par ça ? Alors, je pense qu'il y a effectivement un paradoxe français qui est que l'État central, il suscite beaucoup plus d'attentes, encore plus d'attentes aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, alors qu'il peut délivrer moins qu'il y a 40 ou 50 ans. Et d'ailleurs, c'est le différentiel qui provoque de la frustration. C'était intéressant de voir au moment des Gilets jaunes, effectivement, c'est un mouvement de protestation contre l'augmentation de la fiscalité sur l'essence, mais en réalité contre la détérioration du pouvoir d'achat. Et, contre les normes surtout aussi. Oui, contre les normes, contre les contrôles techniques. Contrôle technique des voitures, des chaudières, voilà, mais ce qui est des intéressant, fosses septiques. C'est une protestation contre une certaine façon de se comporter de la part de l'État, mais c'est aussi une attente d'État, puisque on va chercher la puissance publique directement, on s'adresse directement au président de la République pour obtenir l'arrêt de l'augmentation de la taxe carbone ou pour obtenir la prime d'activité. Donc on est dans un rapport très ambivalent, encore une fois, hein, on est un pays de paradoxe, où à la fois on attend beaucoup, voire de plus en plus de l'État, et où celui-ci peut délivrer moins. Et donc ce qu'il faut réinventer, en fait, c'est un système qui casse un peu ces oppositions entre État, marché, ville, grande ville, ville moyenne, petite ville. On aime bien les grandes oppositions en France. Il faut inventer un système beaucoup plus horizontal et beaucoup plus coopératif. Un pragmatisme, en réalité. On voit bien que ça marche aux États-Unis. Hein. On ne se pose pas la question quand Elon Musk envoie des fusées sur la Station spatiale internationale ou qui produit Tesla, qui aujourd'hui a une capitalisation de 1000 milliards de dollars. On ne se pose pas la question de savoir si c'est de l'argent privé ou de l'argent public qui a permis l'amorçage. En réalité, c'est les deux. C'est la complémentarité entre la puissance publique et l'entreprise qui a permis ce succès-là. Et je crois que d'une manière générale, on serait bien inspiré de revenir à ce pragmatisme industriel qui existait en France. Moi, je suis assez nostalgique des années Pompidou, où on savait faire travailler ensemble l'État, les grandes entreprises, les plus petites entreprises, la recherche, les grands centres de recherche, au service de la conquête technologique. Oui, mais alors justement, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans votre livre. Vous nous parlez à nouveau du commissariat général au plan. Et alors c'est vrai que moi je reconnais que très souvent je m'en sers comme épouvantail. Et oh là là, le plan calcul, l'État qui dépense des milliards dans des trucs dont on ne sait pas trop ce que ça va devenir, et les types dans des cabinets qui décident de notre avenir. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu de passéisme là-dedans, d'aller ressortir le commissariat général au plan? On a l'impression de retrouver la télé en noir et blanc. Alors, d'abord, je voudrais, cher Étienne, rétablir quelques vérités sur le fonctionnement du plan, y compris du premier plan, celui de Jean Monnet. Ce qui a été formidable dans le plan de Jean Monnet, c'est que c'était les commissions de modernisation qui se sont réunies dans l'année 1946. Et Jean Monnet disait « Je ne veux surtout pas être rattaché à l'administration ». C'était un pragmatique, c'est un homme d'affaires. On ne pouvait pas lui reprocher de ne pas être quelqu'un qui avait le sens des réalités. C'était pas du tout un bureaucrate et il se méfiait énormément de la haute fonction publique. Et il disait « Donnez-moi simplement une bonne table de restaurant et je vais reconstruire le pays, vous allez voir ». Et les commissions de modernisation, c'est ça, c'est la capacité extraordinaire de Monnet à mettre autour de la table le patron de l'EDF avec le patron de la CGT, avec des experts, avec des économistes, et de leur faire partager des diagnostics en disant « Regardez l'état de la production énergétique du pays, regardez l'état de nos infrastructures, voilà vers quoi il faut aller ». Alors moi, je ne dis pas qu'il faut reconstruire aujourd'hui une planification de la production parce qu'on n'est pas en économie fermée, on est en économie ouverte, la dynamique de l'innovation, c'est l'incertitude, etc. En revanche, tous les pays sensés ont aujourd'hui une capacité d'anticipation stratégique face aux défis qui sont les nôtres. Le premier d'entre eux étant la transition énergétique. Je veux dire, je suis là encore dans le pragmatisme. On nous explique qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous savez quelle est la part des énergies fossiles dans la consommation énergétique totale mondiale aujourd'hui? C'est une colle. C'est 80,2%. 80,2 ? 80,2. Et est-ce que vous savez quelle était cette part il y a 10 ans? Non. 80,3. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, on a baissé la part du fossile de 0,1. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des immenses efforts, il y a des éoliennes partout, etc. Mais la croissance de la demande qui est liée à la croissance démographique mondiale est telle qu'elle a grignoté tous les efforts qui ont été faits. Tout ça pour vous dire que pour changer de système énergétique, parce que c'est ça qui nous attend dans les 30 prochaines années, et les villes vont apporter leur contribution, il faudra investir 130 000 milliards d'euros. Et à la seule échelle de l'Europe, c'est 30 000 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez sincèrement, Étienne, que les entreprises, petites et grandes, toutes seules, à leur petite échelle, dans le brouillard du marché, dans l'incertitude du marché, seront capables de se coordonner pour arriver à ce résultat? Non.
il y a besoin d'une coopération entre le privé et le public. Mais à l'inverse, ce n'est pas le public qui va sortir les innovations technologiques qui nous permettront de nous sortir de la mouise. Les gigabatteries, c'est pas... Mais vous pensez qu'un commissariat au plan renouvelé il peut aider à ça? Alors ce que je pense, c'est pas un commissariat au plan renouvelé, c'est plutôt une instance en réalité dans laquelle les industriels, les chercheurs, ceux qui travaillent sur la recherche appliquée, la haute fonction publique, les dirigeants politiques, les maires, les élus locaux puissent véritablement se parler pour élaborer des stratégies de transition. On a besoin de gouverner nos transitions parce que la transition énergétique, déjà, c'est ce que je viens de vous dire, changement de système énergétique, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire parce que quand le pétrole est arrivé dans nos économies en 1945, on a juste rajouté un étage. Le charbon est toujours là. Et la part du charbon n'a pas bougé depuis 1945. Là, il faut sortir d'un système énergétique et le remplacer par un autre. Mais ce n'est pas simplement ça. Ça va avoir des répercussions sur l'urbanisme, puisqu'il faudra redensifier, faire la ville sur la ville. Ça va avoir des répercussions sur la mobilité. Il va falloir faire du train partout, sortir du véhicule électrique. Il va falloir construire des bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides. Enfin bref, ça va avoir des conséquences sur tout, sur nos relations sociales, sur la façon dont on se déplace, dont on pense, etc. Vous pensez sincèrement que ça va se faire tout seul par la magie du marché? On aura besoin d'avoir des endroits où les gens puissent, c'est comme dans une entreprise, partager des stratégies. Et aujourd'hui, le dialogue entre la puissance publique et le monde économique, comme le dialogue entre la puissance publique et les collectivités, entre l'État et les collectivités, on l'a vu encore hier au Congrès des maires, il est assez dégradé. C'est du théâtre, c'est du lobbying, mais ça ne se parle pas. Et donc, il faut retrouver cet esprit de monnaie, de dire on va mettre tout le monde autour de la table de manière très pragmatique. Et notre seule focalisation, ça va être le long terme. Et ces espaces-là, aujourd'hui, dans les institutions, ils n'existent pas. Alors, justement, parce que vous parlez des collectivités, des villes, vous dites qu'il faut qu'il y ait deux échelons. En gros, un bloc régional qui aurait absorbé le département et un bloc communal qui serait en fait des grandes agglomérations, des communautés de communes ou des métropoles. Et qu'en gros, il faut supprimer le reste. Il faut qu'il n'y ait plus que deux échelons. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les départements pourraient devenir demain des agences des régions. La réforme du conseiller territorial qui avait été voulue par Nicolas Sarkozy était intéressante. L'idée, c'était qu'on continuait d'élire des conseillers au niveau départemental, mais ils siégeaient à la fois dans l'Assemblée régionale et à l'échelle départementale. Et donc là, on a une simplification parce qu'on a un échelon de moins. Pour la maille communale, c'est plus compliqué parce que les Français restent très attachés à la commune. C'est vraiment l'échelon de la proximité, c'est l'échelon de la confiance. Tocqueville avait des pages très très intéressantes sur la commune dans lesquelles il disait c'est là qu'on fait l'apprentissage de la liberté. Et si vous voulez, les intercommunalités, ça partait d'une intention louable qui était de dire on va regrouper pour mutualiser, pour être plus efficace. Mais en réalité, on a rajouté un échelon supplémentaire, un échelon technocratique, parfois opaque, que les gens ne comprennent pas. Et donc le système vers lequel il faudrait aller, c'est un système qui préserve la souveraineté de la commune, quitte à faire des fusions de communes, parce que ça c'est vrai qu'il y a trop de communes en France. Je crois qu'on a la moitié des communes européennes en France, c'est ça? Il y a, oui, on a 35 000 communes, on en a fusionné quelques-unes, mais c'est vrai que comparé à l'Allemagne ou à la Suède, c'est beaucoup. Mais c'est aussi, là encore, il faut revenir à l'histoire du temps long, c'est ce que disait Braudel, c'est-à-dire que la France, la spécificité française, c'est que c'est un pays peu peuplé partout. C'est-à-dire que la France, c'est un pays partout où vous allez, il y a un peu de monde. Pas beaucoup, mais un peu. Quand vous allez en Sibérie, vous pouvez faire 300 km, vous ne rencontrerez pas un habitant. Pareil au Brésil, pareil aux États-Unis, pareil en Chine. La France a longtemps été la nation la plus peuplée d'Europe et avec ce système ville-bourg-village, il y a toujours du monde. Paris et le désert français, c'est une fable. Certes, il y a des espaces sous-denses, la Lozère, l'Aveyron, le Cantal, vous avez des endroits très peu denses, mais il y a toujours du monde. Et donc c'est pour ça qu'on a un émiettement communal. Mais plutôt que de construire une couche supplémentaire qui est génératrice en plus de coûts, moi je suis plutôt favorable à l'intercommunalité de projet, c'est-à-dire de dire la commune reste l'échelon important de la vie locale, mais pour traiter tel ou tel problème, on va unir les énergies, et pas simplement les niveaux de collectivité, mais aussi d'autres acteurs, les sociétés d'économie mixte, les acteurs associatifs, les acteurs privés. Je vais juste vous dire une chose qui me paraît très importante, c'est qu'il n'y a pas de périmètre administratif pertinent. Vous voyez, c'est-à-dire c'est-à-dire que, par exemple, la politique de l'eau. L'eau, ça se fait à l'échelle d'un bassin versant. C'est logique, c'est de l'hydrogéologie. Aucune intercommunalité ne correspond strictement à un bassin versant. Donc la politique de l'eau, elle doit se décider avec toutes les parties prenantes de l'eau. Sauf que le cycle de l'eau, c'est pas la même chose que, par exemple, les circuits courts entre l'agglomération parisienne et les ceintures maraîchères
en l'occurrence Lyon. Donc ce qu'il faut, c'est redonner de l'oxygène, redonner de la liberté, redonner de la possibilité au territoire de construire des alliances à géométrie variable avec tous les acteurs, et surtout de sortir de ce fantasme du jardin à la française, où on se dit, voilà quel est le niveau de collectivité parfait, pertinent. Il n'y a pas de niveau pertinent parce que chaque sujet, en fait, nécessite des périmètres différents. Et donc le sujet, c'est le projet, en fait, beaucoup plus que la structure. Il faut permettre oui, mais pour est-ce chaque que c'est politique lisible publique... d'un point de vue démocratique? Parce que vous parlez peut-être en dire un mot d'ailleurs, de cette bio-vallée dans la Drôme. Vous dites que c'est un exemple et qu'il y a un taux de participation aux élections qui est supérieur. Mais comment voulez-vous que les gens aillent voter s'ils ne savent pas quelle est l'entité qui décide? C'est ce que je vous disais par rapport aux intercommunalités qui ont ajouté une couche supplémentaire. Si vous refaites de la commune l'élément central de la vie locale, vous votez pour un maire, mais ensuite ce maire ou un conseil municipal, il construit des alliances autour des différentes politiques publiques de la collectivité. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on a une illisibilité. Par exemple, quand vous payez votre taxe foncière, vous payez une partie de la taxe à la commune, mais il y a une fraction qui va à l'intercommunalité, il y a une fraction qui va au département. Ce qui fait que les départements endettés, parce qu'ils avaient récupéré le RSA, et souvent ce n'est pas les départements qui ont les meilleures bases fiscales, ont augmenté, ils ont appuyé sur la pédale de la taxe foncière. Et j'ai des amis maires qui me disaient, moi je me fais engueuler sur le marché pour une décision fiscale qui a été prise par le département. Donc vous voyez que cet émiettement fiscal contribue à déresponsabiliser. Moi je suis pour une simplification du système, mais le pragmatisme, c'est aussi de dire tous les sujets ne se résolvent pas à la même échelle territoriale, et donc il faut pouvoir déverrouiller le droit de l'alliance. Alors, vous dites que la France a une particularité, c'est la force de son intégrité territoriale. Et en disant, mais regardez ce qui se passe en Espagne, où il y a des tentatives autonomistes, on a des Catalogne. En Italie, il y a la Ligue du Nord, en Belgique, qui aurait pu disparaître. D'ailleurs, c'est pas totalement impossible. Mais l'Écosse au Royaume-Uni. Bien sûr, l'Écosse. Et même les Länder de l'Est en Allemagne. Et même la question régionale est beaucoup plus prégnante en Allemagne qu'en France. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on pourrait avoir une décentralisation beaucoup plus forte sans prendre de risques? Ah bah oui, je pense. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est-à-dire qu'en fait, le sujet est mal posé parce qu'on orchestre encore une fois une fausse opposition, un faux débat entre Girondins et Jacobins. Le sujet, c'est liberté, responsabilité. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait pour donner plus de marge de manœuvre aux collectivités locales, mais à ce compte-là, elles portent entièrement la responsabilité de leur politique publique, et donc on entre dans une logique où il y a moins de dotation et de compensation financière par l'État. Vous voyez, le problème de la France, la spécificité française, c'est pas que c'est un pays centralisé. C'est pas plus centralisé que l'Angleterre. L'Angleterre, d'une certaine manière, est plus centralisée que la France parce que vous avez une haute fonction publique qui est dans le quartier de Westminster, et je peux vous dire, elle va jamais elle va jamais dans le Kent, elle va jamais dans le territoire britannique. Mais par contre, les collectivités, elles ont, via la dévolution, des responsabilités en propre. La spécificité française, c'est l'enchevêtrement très bizarre du local dans le national et du national dans le local. C'est-à-dire que la France, c'est à peu près le seul pays du monde où il y a un sous-préfet tous les 20 km. Mais à l'inverse, c'est aussi à peu près le seul pays du monde où on retransmet en direct le congrès de l'Association des maires de France, où le président de la République y assiste, il passe 3 heures à écouter les discours des dirigeants de l'association, et où, y compris dans la fabrique de la décision, on a un Sénat qui est le relais d'influence des collectivités locales. Donc la spécificité de la France, c'est en quelque sorte l'enchevêtrement du local dans le national et du national dans le local. Le problème, c'est que depuis quelques années, ça s'est vraiment aggravé ces dernières années, il y a une sorte de perte de confiance mutuelle. Les collectivités ont le sentiment que l'État, de plus en plus jacobin, s'est détourné d'elles, ne comprend pas ce qu'elles font. C'est lié à la fois à la présidence Hollande qui a en réalité voulu faire le désendettement sur le dos des collectivités, parce que c'est la baisse des dotations, c'était de dire, oui, il a beaucoup serré la vis des on va faire porter la charge du désendettement de la France, donc de toutes les administrations publiques françaises, sur le dos des collectivités. Et ça ne s'est pas arrangé avec le quinquennat suivant, où effectivement on a vu arriver au pouvoir des gens qui n'étaient pas forcément très familiers du monde local. Donc il est vraiment très urgent de reconstruire un dialogue. Alors si on est tout à fait honnête, en face il y a aussi beaucoup de postures. Il y a aussi beaucoup de postures. On aime bien surjouer le côté l'État ne comprend pas, etc. Mais en même temps, est-ce que l'État n'exagère pas? Parce que les sous-préfets à la relance, inventé par Amélie de Montchalin,
Est-ce qu'il n'y a pas l'espèce de retour de l'État tout-puissant qui prétend guérir les écrouelles comme les monarques d'autrefois, des sous-préfets à la relance, et vous dites pas, c'est quand même terrible, c'est une espèce de revanche de l'État qui veut de nouveau s'impliquer partout dans les moindres rouages. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre ? Si j'étais un peu taquin, je vous dirais que pendant le Covid, il a quand même porté à bout de bras les entreprises, parce qu'il a quasiment nationalisé la feuille de paye de tous les salariés du pays. Et il a raison, parce qu'on a une des plus belles reprises d'Europe occidentale. Et on a des prêts garantis par l'État qui ont admirablement bien fonctionné. On a une administration fiscale qui est une des meilleures du monde, qui a bien fonctionné. Ça, elle est très bonne. Ouais. Donc là, je vais un peu faire le défenseur de l'État. Après, ce qui est certain, c'est que pour ce qu'on appelle la réindustrialisation, en réalité, ce n'est pas de refaire venir des usines qui sont parties il y a 40 ans dans des secteurs sur lesquels la France, de toute façon, n'est plus compétitive. Le sujet, c'est quels vont être les pôles d'excellence de la France de demain. Moi, j'en donne quelques-uns dans le livre, et la recette, elle est simple. Ce n'est pas des sous-préfets à la relance. C'est un travail de couture, de concertation entre la finance publique, la finance privée, les centres de recherche, les entrepreneurs, les fonds d'investissement, les grandes entreprises qui doivent aussi jouer le jeu et pour certaines se dépoussiérer. C'est ce pragmatisme industriel. Vous taquiniez tout à l'heure le plan calcul, mais je précise que des plans analogues ont quand même permis la création de la fusée Ariane. On a découvert en France l'ARN messager, qui ensuite a été industrialisé aux États-Unis grâce à Barda. Où sont aujourd'hui nos expliquez ce que c'est que fusées Barda, Ariane ? parce que c'est intéressant, Barda. Alors Barda, c'est une agence en réalité d'innovation qui finance la recherche biomédicale aux États-Unis. Et l'État américain a accepté de mettre des milliards de dollars pendant des années à fonds perdus, avec un principe d'autonomie laissé aux équipes. C'est-à-dire on ne cherche pas effectivement de manière tatillonne à contrôler ce qu'elles font, mais on les laisse travailler, et c'est ce qui a permis d'industrialiser le vaccin Moderna et Pfizer en quelques semaines au moment de la crise du Covid. Et c'est terrible parce que l'ARN messager, c'est une découverte française, c'est François Jacob. C'est les équipes de François Jacob et de l'Institut Pasteur qui ont fait cette découverte. Donc on a une inventivité encore aujourd'hui, même si on est un peu rouillé, on a une inventivité française dans plein de domaines, dans l'agriculture et l'agroalimentaire, dans la santé, dans les biomédecines, dans les nanotechnologies, dans la robotique, même dans les mathématiques informatiques, dans l'intelligence artificielle, dans les transports, dans le nucléaire. Parlons du nucléaire aussi, pourquoi pas dans l'hydrogène si on structure une... Donc il y a une inventivité française extraordinaire, mais on n'a plus les écosystèmes et la confiance entre les acteurs qui permettrait cette nouvelle industrialisation, cette nouvelle aventure productive et technologique dans laquelle les villes vont jouer un rôle majeur. Alors, revenons aux villes d'ailleurs et à la gouvernance des villes, parce que vous nous parlez de quelque chose qui vous dérange, qui s'appelle la démocratie du sommeil. Racontez-nous ce que c'est que la démocratie du sommeil. J'ai dit tout à l'heure qu'on était entré dans un monde de flux, c'est-à-dire que les gens circulent beaucoup plus. Vous avez des nomades, des gens qui vivent 3 jours dans une petite ville à 20 km de Nice, et puis 3 jours à Nice, ou qui travaillent à Nice mais dorment dans une ville de l'agglomération niçoise. Or, ils votent là où ils dorment, c'est ça ? Voilà. Le problème, c'est que les seuls électeurs dans une ville aux élections municipales, c'est les gens qui sont domiciliés dans cette ville. Mais il y a 1 million de personnes qui passent plusieurs heures par jour à Paris pour y travailler. Et donc ces personnes, elles consomment du territoire, elles consomment un panier de services. Du mobilier urbain, des transports, des aménités, comme on dit en géographie urbaine. Donc on consomme du territoire. Normalement, quand on consomme du territoire, on doit avoir, sur le plan civique, on doit avoir son mot à dire. Sauf que notre démocratie, elle est pensée pour un monde rural de stock plutôt que de flux, où les populations étaient assez largement immobiles. Ça veut dire que je devrais avoir le droit de vote à Nice au municipal, moi ? Ça dépend combien de temps. Je viens souvent quand même. La proposition que je fais pour ma part, mais je fais écho à des propositions qui ont été déjà faites par d'autres acteurs, je pense à Jean Viard par exemple, c'est de dire tout citoyen doit pouvoir voter à la fois dans la ville où il dort et dans la ville où il travaille, où il peut justifier d'une activité permanente en quelque sorte. Donc tout le monde pourrait voter 2 fois. Je précise tout de suite que ce n'est pas le suffrage censitaire proposé par Éric Woerth avec les résidences secondaires, parce que c'est un droit qui serait ouvert à tous. Et pas simplement, comme le proposait Éric Woerth, aux gens qui ont des résidences secondaires. Donc oui, d'ailleurs qu'on pourrait voter à l'endroit où on travaille,
et à l'endroit où on dort. Voilà. Et si vous voulez, ça va redonner la parole à des gens qui ont peut-être une autre vision du territoire. Il y a 1 million de navetteurs à Paris par jour. Il y a 200 000 navetteurs à Lyon. Ces gens-là, c'est pas d'ailleurs... Les navetteurs, c'est des gens qui Voilà. Et c'est pas des prennent nantis. le train entre leur travail et leur Les boulot. navetteurs, par exemple, c'est les femmes de ménage de l'Assemblée nationale dont parlait François Ruffin. C'est des dames qui arrivent à 5h30 du matin. Oui, mais si on fait ça, c'est terrible pour repoquer les gilets verts. Ah, je pense qu'il y a des... Qui ont gagné dans des centres-villes. Je pense que ça peut avoir des conséquences politiques assez lourdes, effectivement, sur certaines majorités. Et donc, pour vous, c'est une histoire de mixité sociale. C'est une histoire d'abord de prendre en compte la réalité du territoire français. C'est-à-dire que le territoire... Vous savez, dans ses souvenirs, Tocqueville, qui est un de mes auteurs fétiches, il raconte qu'il amène ses paysans voter en 1848 pour la première fois. Un peu comme dans les films de Kurosawa, là, le samouraï avec son étendard qui est suivi par sa petite troupe de paysans. On n'est plus dans cette France-là. Sauf que nos institutions électorales, elles sont pensées pour cette France-là. On est dans une France de l'interconnexion et des flux. Et ça ne va pas s'arrêter. Le sujet, c'est pas de revenir dans la sédentarité d'ancien régime. Le sujet, c'est de décarboner les flux, de les rendre plus sobres, plus soutenables. Oui, mais donc c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas s'arrêter de voyager. En tout cas, de circuler. Au moment du Covid, tout le monde a dit « Ah, c'est formidable, les gens redécouvrent la campagne et les petites villes ». Mais non, les gens consomment de plus en plus de trajets entre les petites villes et les métropoles. Donc oui, ça va désaturer les métropoles, oui, ça va permettre de redynamiser les petites villes et les villes moyennes, mais ça va intensifier encore plus des flux qui ne cessent de s'intensifier sur le territoire français. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça assure l'intégration du territoire français. Mais c'est aussi le privilège d'une élite. Les gens qui peuvent télétravailler, parce qu'il y a quand même 2 catégories de gens. Il y a des gens qui peuvent télétravailler, et puis il y a des gens qui, quand ils travaillent dans une boulangerie, une usine par exemple, ils ne peuvent pas télétravailler. Alors il y a évidemment plusieurs catégories de gens. Il y a effectivement des gens dont la présence physique sur le lieu de travail n'est pas négociable, et c'est souvent d'ailleurs des gens qui appartiennent au nouveau prolétariat. Quand on est cariste chez Amazon, quand on est caissière de supermarché, on n'a pas le choix, on doit aller sur place, on n'a pas le loisir d'être derrière son ordinateur dans son appartement, à travailler en caleçon et en pantoufles. Ouais, avec un cappuccino. Voilà, avec un cappuccino super. En disant que c'est formidable, le Covid, le monde d'après, etc. En revanche, Étienne, tout le monde circule de plus en plus, ne serait-ce que parce que, par exemple, vous voyez, des flux très importants dont on ne parle pas beaucoup, c'est au sein de la région parisienne, entre banlieues. Parce que quand vous habitez dans l'Essonne, par exemple, il se peut que, quand vous êtes intérimaire, précaire, etc., vous travaillez parfois dans les Yvelines, vous travaillez parfois en Seine-et-Marne, et donc vous navettez énormément. Et le problème des Gilets jaunes, dont l'un des foyers, si j'ose dire, l'un des épicentres, c'était la Seine-et-Marne, c'est justement le fait que la bagnole est indispensable pour effectuer ces navettes. Donc tout le monde circule de plus en plus. Après, il y a des circulations qualitatives et il y a des circulations contraintes. Et le sujet, c'est non seulement de décarboner les circulations et puis de rendre quand même les circulations les plus qualitatives possibles, en rapprochant autant que faire se peut le lieu de vie du lieu de travail, en favorisant le télétravail quand c'est possible et en rendant l'expérience la plus agréable pour un maximum de personnes. Mais en fait, pour vous, le télétravail, c'est un instrument d'aménagement du territoire ? Formidable, mais à condition de le penser. C'est-à-dire que le territoire ne s'aménage pas tout seul. Ce n'est pas non plus une giga-machine colbertiste qui va l'aménager. C'est un ensemble de phénomènes qui peuvent être pensés. Vous savez quel est le plus formidable instrument d'aménagement du territoire en France ? Moi ? Je suis à Nice. Il y a beaucoup de retraités. Et les retraités qui vivent à Nice, c'est des gens qui longtemps ont travaillé en région parisienne, dans le nord de la France, dans l'Est. Eh bien, c'est la sécurité sociale, cher Étienne. Et en particulier, les pensions de retraite. C'est-à-dire que quand vous cotisez en Île-de-France pour votre retraite, il se peut qu'ensuite vous ayez envie de venir la passer à Nice. C'est tellement formidable d'être ici avec ce temps magnifique c'est beau, hein. sur la Riviera. Et donc, un chiffre permet de comprendre ça. L'Île-de-France produit 30% de la richesse nationale, mais le revenu disponible brut, qui est une catégorie de l'INSEE pour mesurer l'argent qui arrive dans la poche des ménages franciliens à la fin du mois, le revenu disponible brut de l'Île-de-France, c'est 20%. Donc ça veut dire qu'il y a un delta de 10 points. Et c'est les retraités, ça ? C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la richesse productive générée par l'Île-de-France. Elle génère aussi des impôts et des cotisations. Et ces impôts et cotisations sont redistribués sur le territoire français
dans les poches des retraités qui vivent éventuellement à Nice, dans les administrations publiques, dans l'assurance maladie, dans plein de choses. Et ça n'est pas qu'une mauvaise chose, parce que c'est même une chose formidable, parce que ça assure la solidarité du territoire français et ça nous évite les questions régionales absolument terribles qu'il y a, par exemple, en Catalogne, où en réalité la crise catalane, certes, pendant 20 ou 30 ans, on a préparé les esprits avec un enseignement scolaire qui insistait beaucoup sur l'identité catalane, etc. Donc une génération était mûre pour ça, mais le feu aux poudres, c'est la crise financière de 2009, où on voit que l'Espagne s'affaisse, seule la Catalogne résiste bien, et en gros, le gouvernement espagnol dit à la Catalogne, bah, vous allez devoir aider, être mis à contribution pour aider l'Andalousie, pour aider les parties du territoire qui s'affaissent. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'irrédentisme catalan qui se réveille en disant on ne va pas payer pour les autres. C'est ce qui se passe en Flandre aussi, en Belgique. Et le système français, il est tellement formidablement intégré que ces questions-là ne se posent pas. Le maximum, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se pose, c'est effectivement les Bretons ou les Alsaciens qui voudraient qu'on reconnaisse un peu plus leur spécificité. Dernière question rapidement. Et vous, où habitez-vous et où voudriez-vous vous installer ? Alors moi, je suis né dans une ville moyenne du Lot-et-Garonne qui s'appelle Agen, à laquelle je suis formidablement attaché. Mais je vis à Paris, mais j'essaie de passer beaucoup de temps à Agen. Mais c'est vrai que quand je viens à Nice, je me dis que la Méditerranée, et puis j'ai une partie de mes origines qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, et je me dis que la Méditerranée, c'est quand même formidable, et que la France, par ailleurs, cette synthèse dont parlait Braudel entre la langue d'Oc, la langue d'Oil, elle a aussi une vocation méditerranéenne dont elle devrait prendre soin. Merci infiniment, David Jay. C'était brillantissime, comme d'habitude, on peut l'applaudir. Bravo. Merci de votre invitation. Bravo. Et on retient Merci votre beaucoup. proposition, parce qu'en coulisses, il me proposait pourquoi on n'a pas mis la capitale de la France à Nice. Ça se défend comme hypothèse. Merci beaucoup en tout cas, David Jaiz, avec vous, et merci pour vos analyses. Avec vous, on a expérimenté un peu de slow démocratie, c'était bien. Merci beaucoup. Alors, dans quelques minutes, on va évoquer la résilience dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, un sujet que nous allons évoquer avec Arnaud Réau, qui est fondateur de l'agence Nomos et qui est vice-président du Conseil régional de l'Ordre des architectes de PACA, d'ici quelques minutes.